Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Next.js, donc le framework React le plus populaire actuellement sur le marché. Un outil très très puissant, très rapide, qui compile bien, qui a de bonnes fonctionnalités et qui ne cesse d'évoluer depuis ces dernières années. Là aujourd'hui on a la version 15.1.4 là à l'heure où je tourne cette vidéo. Et moi j'utilise Next.js depuis la version 9. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Next.js tend à se simplifier avec le temps. Et c'est plutôt une bonne chose quand on débute. L'onboarding est un peu moins rude que les années précédentes. Du moins quand on vient des dernières versions. Donc c'est vraiment un outil très très intéressant qui est vraiment une très très grosse tendance, qui a une très grosse tendance aujourd'hui à l'utilisation et qui permet vraiment de créer des applications React, des sites web, des web apps très performantes. Il embarque même une grosse gestion serveur. Les améliorations de Next.js sont bien calquées sur ce que fait React, ce que développe Meta autour de React.js, autour de la librairie. Et on a souvent l'impression, c'est pas l'impression, ils travaillent souvent main dans la main dans les améliorations. Donc ce qui permet à Next.js souvent d'avoir un coup d'avance sur ce qui va sortir concernant les dernières versions de React. Là on va arriver à React 19. Et d'ailleurs sur notre projet, je n'ai pas regardé à l'installation ce qu'on a en termes de version. Et bah React 19, voilà, React 19, tout beau tout frais, et Next.js 15.1.3, voilà. Donc voilà, alors, par rapport aux vidéos précédentes, là j'ai zoomé un peu mon éditeur parce que je remarquais au montage des vidéos que ça faisait un peu petit. Donc je suis désolé si dans les premières vidéos je me suis pas forcément rendu compte. Là je vais tâcher de zoomer un peu plus l'écran pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc on va faire le tour des fonctionnalités vraiment basiques qui vont nous aider à construire notre projet. Et on va faire un petit tour de documentation et on va mettre en application. On va commencer à créer un petit peu nos petits composants. Dans la vidéo précédente, on a fait du Strapi pour créer notre première API et on va la connecter du coup avec Next.js. Hop, je vais couper ma caméra parce que j'ai des petites latences quand je commence à naviguer. Hop, et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors l'installation, on l'a vu ensemble dans la première vidéo. Au niveau de la structure de projet, alors on va regarder directement ici. Au niveau de la structure de projet, lorsqu'on installe Next.js, on a un point Next. Alors le point Next, c'est un dossier que vous pouvez ignorer dans un premier temps. C'est le dossier de build. Lorsque du coup on build le projet, c'est une version du coup, on peut appeler ça une version de cache. Donc c'est la version qui va être utilisée lorsque le site va être en ligne. Donc ça c'est un dossier où on n'a rien à faire dedans, mais du coup il y a tous les fichiers de build, voilà, les fichiers cache, les fichiers serveurs, tous les fichiers statiques, du coup qui aident l'application à tourner lorsqu'on est en mode production. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être du coup les fichiers qui sont à la racine. Donc nous, dans l'installation par défaut, on a installé Tailwind, donc qui est vraiment du coup notre librairie CSS pour créer nos composants. On a notre fichier TypeScript pour la configuration. On a un fichier PostCSS car Tailwind utilise du coup PostCSS dans ses versions actuelles. Je crois que dans la version 4, on a, genre, je sais plus si ils ont arrêté d'utiliser PostCSS, mais je sais qu'il y a des configurations qui sont un peu plus simples d'ailleurs. Mais nous, en Tailwind, on est en version 3.4.1 actuellement. On a le fichier nextconfig qui permet de faire toute la configuration au niveau de Next, et on a un fichier ESLint parce que j'ai demandé d'installer ESLint. On a un fichier public, donc directement pour atteindre du coup des fichiers images ou d'autres fichiers publics. Ça c'est vraiment un dossier qui est accessible. Et nous, ce qui va nous intéresser le plus, c'est notre répertoire app. Donc le répertoire app est composé là actuellement d'une favicon, ok, d'un fichier CSS, ok, très bien, avec l'import de Tailwind, un fichier layout, bon, je pense que c'est un peu trop zoomé, voilà, un fichier layout et un fichier page. Ok, alors, comment est construit Next.js?
Donc ils ont une manière de nommer depuis la version 13, je crois que c'est version 13 parce que du coup avant on avait un autre répertoire qui s'appelait répertoire page. Donc si vous venez des précédentes versions de React, aujourd'hui il y a deux architectures qui cohabitent. Donc le répertoire page et le répertoire app. Donc dans la documentation c'est spécifié. Voilà. Donc page et app. Ok. Aujourd'hui, on a quand même tendance à privilégier le répertoire app, car il embarque tout un tas de fonctionnalités, orientées sur les serveurs components de React. Le répertoire page les supporte aussi, mais la manière dont ils ont promu, on va dire, ils ont fait la promotion de ce fameux répertoire, c'était vraiment pour passer d'un nouveau style de requête beaucoup plus simple, pour pouvoir appeler les données, pour pouvoir mettre en cache les données. Vraiment, ils ont axé ce nouveau répertoire sur de la performance par rapport au répertoire page qui utilisait des fonctions où on devait faire un choix entre créer un site statique, un site dynamique ou un site statique incrémental. Donc il y avait vraiment des méthodes un peu particulières à implémenter dans cet ancien répertoire qui ne sont plus vraiment d'actualité lorsqu'on utilise le répertoire app. Donc aujourd'hui, en 2025, ce que je recommande le plus quand on démarre un projet Next.js, c'est de commencer avec le répertoire app et pour les nouveaux, de ne pas donner forcément d'intérêt au répertoire page, si ce n'est que juste par acquis de conscience. Si vous travaillez sur un projet qui utilise encore ce répertoire, il y a toute une philosophie à l'utilisation de ce répertoire qui est un peu différente du répertoire app au niveau du répertoire page. Donc ça demande aussi un double entraînement. Voilà. Quand on commence à apprendre, il y a deux manières de faire du Next.js. Il y a l'ancienne encore d'actualité et la nouvelle. Ok, alors, au niveau du répertoire app, on a une structure avec des fichiers nommés qui ne sont pas nommés de manière aléatoire. Donc en gros, le fichier layout, c'est un fichier qui est l'enveloppe du site. Donc là, c'est là-dedans qu'on va mettre tout ce qui va être un peu commun à toutes les pages de notre site. Donc par exemple, on peut penser à un header, à un footer, à des bandeaux promotionnels, par exemple un bandeau d'information. Voilà, tout ce qui va être commun à nos pages, c'est dans le layout qu'on va le mettre. Ensuite, on a la page, donc le fichier page, qui là, du coup, est notre page d'accueil. Et là, toutes les données que vous voyez ici, eh bien, ce sont les données de cette page ici. Et du coup, si je veux recréer une autre page, je peux recréer un dossier et dire hello. Et si je hello, d'accord. Et si je veux afficher ma page hello, il faut que je crée à la racine de ce dossier un nouveau page.tsx. Et ensuite, je peux créer, alors moi j'utilise le raccourci Real Functional Component. Alors je crois que c'est de mémoire, c'est un module qui s'appelle Snippet ou React Snippet. Je crois que c'est ça. J'utilise React, j'utilise celui-là, ES7 React Redux Native. Donc je ferme la parenthèse. Donc c'est ce qui me permet, quand j'efface, de pouvoir faire plusieurs types de... Donc là j'ai une fonction avec un export default page, et là moi ce que j'aime bien utiliser par rapport à la documentation, c'est le RFC, React Functional Component, et là je peux dire hello page. Et à partir de là, au niveau de mon application Next.js, si je fais /hello, ma page apparaît. Et voilà, rien de plus simple. Donc voilà le principe de base du répertoire app et de la création de pages. Donc je vais supprimer et on va commencer à créer l'enveloppe de notre projet. Alors j'ai dit que dans Layout, on pouvait mettre un header, un footer, parce que du coup, ce sont des informations qui sont répétées, peu importe le nombre de pages que l'on va avoir sur notre projet, ça va être répété. Alors, on utilise Tailwind. J'ai parlé dans la première vidéo des librairies Tailwind que j'ai trouvé, une librairie qui s'appelait HyperUI, et c'est vrai que j'ai fait le tour, c'est gratuit, c'est une super initiative et ça va nous permettre de mettre en place, vu qu'on n'a pas de maquette, vu qu'on n'a pas de designer avec nous, rapidement un petit site pour nos besoins. Donc on va chercher
un header. On va chercher un header. Lequel? Eh bien, on va prendre celui-là. Hein. Donc là, on peut cliquer sur View, HTML, et on peut choisir JSX. Ah, ça, c'est pas mal. Et en JSX, on va pouvoir faire copier. Et donc, si vous venez de React, on ne va pas le copier directement dans notre code, on va créer un petit dossier component. D'ailleurs, Tailwind l'anticipe, car là, il s'attend à interpréter le Tailwind dans le dossier component. Donc, on va faire un dossier component à la racine de Frontend, et on va créer un composant header.tsx, car nous sommes en TypeScript. Voilà, on va le copier. Alors, on va faire rfc reg functional component. Je vais mettre header en majuscule par convention, et on va suivre, voilà, header. Maintenant que j'ai cet header là, alors j'utilise un plugin aussi qui s'appelle Prettier, donc c'est pour ça qu'il m'aligne de cette manière les composants. Donc voilà, c'est un plugin qui s'appelle Prettier. Et donc le header, maintenant je vais pouvoir l'importer. Hop, donc je vais dans Layout, je vais faire import header from. Alors est-ce qu'il voit? Voilà, from. Alors soit je peux faire /component/header, et donc ensuite je peux à l'intérieur de mon body afficher header. Et là, du coup, si je vais sur la page, mon header devrait être rendu. Parfait, très bien, mon header est là. Mais je peux aussi utiliser un raccourci comme celui-ci. Au moins, ça permet que si j'ai trop de profondeur dans mes composants, eh bien, c'est plutôt assez esthétique, c'est pas trop lourd. Donc c'est le petit arrobase, le at. Ok pour notre header. Parfait, donc on a créé notre header. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que si je crée une page hello, j'aurais pu la garder, que je fais un page.tsx et que je fais rfc hello page et que je me rends sur hello, j'ai hello page, j'ai bien le contenu de ma page avec mon header parce que ça vient de mon layout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Alors, on va maintenant ajouter un pied de page, un footer. Donc on va regarder ce qui nous intéresse. Petit footer, on peut prendre quelque chose de très compliqué. Customize your product. On va prendre celui-là, il est très bien. JSX, ok, copier. On va créer un nouveau composant footer.tsx, rfc ou export default function footer, et on colle. Ok, ensuite, on va l'importer. Import footer from at component footer, et on va l'ajouter en dessous children. Donc en fait children, ce props React Node de type React Node, c'est le contenu de la page qui est rendu. C'est tout simplement ça. Si j'enlevais children et que je mettais n'importe quoi, hello world, j'aurais, peu importe ce que je fais, peu importe la page sur laquelle je me trouve, j'aurai hello world partout. Par exemple, là, si je retourne à la racine, voilà, ma page a changé, mais pas mon contenu. Donc children, c'est en fait le contenu de votre page. Donc là, en l'occurrence, c'est le contenu de la page qui a ici. Donc voilà. Ok. Alors, est-ce que le footer, je peux ajouter... c'est juste du... Ouais, c'est juste du SVG. Ok, j'aurais voulu voir si je pouvais renommer le projet. Bon, voilà. Ok, donc on a notre header, on a notre footer. Ok, comment savoir notre structure? Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est voir comment ça se passe au niveau des appels API. Comment est-ce qu'on peut récupérer les données? Donc dans la vidéo précédente,
on a créé un content type sur Strapi programme et on a créé notre petit programme. Et donc rappelez-vous, on a ajouté du contenu et on a utilisé Bruno pour pouvoir appeler nos programmes. Ok. Alors on va faire ça. Donc on va regarder un petit peu ce que dit Next.js. Alors là, on va passer le styling à fetch data. Fetching data, voilà. Donc comment est-ce qu'on peut fetcher, donc récupérer des données dans un serveur component, donc dans un composant aujourd'hui moderne de React. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Alors voilà, aujourd'hui, alors il y a plusieurs librairies, il y a Axios, il y a Fetch, le Fetch natif. Aujourd'hui, on tend à moins utiliser Axios dans Next.js au profit de Fetch. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser, on va utiliser Fetch. Et donc c'est aussi simple que ça. Une requête, donc une constante, une requête sur une API. Du coup, comme on est sur Fetch, on doit faire un await-data.json de nos résultats. Et ensuite, on peut afficher nos données en faisant une boucle map, par exemple. Ok, donc on va faire ça. Nous aussi. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait appeler notre API avec cette requête. Ok, donc on va faire ça. Alors, nous, on va le faire au niveau de notre racine de page. Donc, on va faire comme eux, const data est égal await fetch et on va prendre notre URL http localhost://api/programs. Ok, là j'ai un warning parce que je suis sur un serveur component et je fais une requête await. Donc quand vous avez une requête await, donc c'est de l'insynchronisme. Donc c'est-à-dire que avant d'afficher quoi que ce soit sur le site, on doit attendre la réponse de cette requête. Ok. Alors pour ça, il faut ajouter un ici, un E5 devant fonction. Ça c'est bon. Ensuite, on va faire un const programme égale await data.json. Et pour savoir si notre requête a bien fonctionné, on va l'afficher dans le corps de notre page. Donc on ouvre les brackets, les accolades, et je fais un JSON stringify de programme, juste pour afficher en fait la donnée comme on la reçoit dans notre API quand on l'appelle sur Bruno, ici. Ok. Donc là, la requête se lance, je CTRL S, je me rends sur mon site. Alors j'ai fait dans ma page Hello. Hop, et on va aller sur notre page Hello. Ok, et là c'est super, on voit nos données. Parfait, on a nos données. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contenu ici et je vais le mettre à la racine de notre projet. Parce que un petit peu, bon, ce qu'on a là, on va réfléchir. Est-ce qu'on va garder un peu tout ce qui a été fait ici, de React, le composant image, de Next, pardon. Donc en fait, Next vient aussi avec un composant pour afficher les images, pour les afficher de manière performante. Donc tout ça, on verra ça plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment supprimer et remplacer le contenu totalement et donc rajouter ici E5. Ok. Parfait. Et donc ma page Hello, je vais la supprimer. Ok. Donc normalement, on n'a plus notre page et on peut retourner sur notre route. Ok. Donc là, c'est super, on vient de faire notre appel. C'est une bonne chose. Alors, on va faire des petites optimisations. Donc ça, en général, on évite de le faire, d'afficher directement l'URL de notre API. On va plutôt créer des variables d'environnement. Donc une variable d'environnement, c'est une variable qui va pouvoir être réutilisée un peu partout. Donc là, normalement, je ne suis pas censé vous apprendre ce qu'est une variable d'environnement. Donc on va créer une variable pour appeler directement notre API dedans. Donc à la racine, on va créer un fichier .env et on va l'appeler API URL. Ok. Et maintenant, je peux appeler. Alors là, je vais mettre des backticks.
et je vais appeler directement ma variable d'environnement qui va faire pointer sur mon localhost 1337. Donc je vais mettre un $ accolade process.env. Donc là j'ai atteint mon fichier d'environnement .api /url. Et donc normalement, si tout se passe bien, voilà, notre appel est fait. Voilà, rien ne change. C'est parfait. Ok. Bon, c'est pas très esthétique. Hein, on va essayer de faire un peu d'interface. Alors, on va voir ce qu'il y a dans notre bibliothèque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des petites cartes. Est-ce qu'il y a des petites cartes intéressantes? Ok. Bon, on va faire... c'est vrai qu'il y en a une qui est pas mal. Celle-là, elle est quand même jolie. J'aime beaucoup l'idée. On va faire ça. On va utiliser celle-là. Elle est plutôt sympa. Ouais, on va utiliser celle-là. Donc, on va faire copie. On va créer un nouveau composant qu'on va appeler card dans notre dossier component. RFC, ok, card avec la majuscule par convention. Et on va afficher le contenu. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle de programme. Donc programme, alors attendez, programme, si je regarde l'API, programme data, parce que le tableau est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait le tableau, là on doit mapper ces data. Donc on doit faire programme.data.map et on va appeler programme en tout seul et on va faire le rendu de notre composant card. Donc import card, on a me suggéré, et j'affiche la carte. Ok. Alors là, la valeur est déclarée mais n'est jamais lue. Donc là c'est mon ESLint, donc ok, ça on verra ça dans un second temps. Et ensuite je dois ajouter une clé. Normalement. Ok, là c'est plutôt à cet endroit-là. Key, ok. Donc key, on va faire programme. Alors est-ce que j'ai un programme ID? Alors je vais regarder dans Bruno, j'ai un programme ID. Ok. Je vais plutôt utiliser le document ID. Programme.document ID. Ok. Programme possède explicitement un type any. Ok, donc ça on verra ça dans un second temps. Ça c'est du TypeScript cette erreur. Mais ça ne va pas nous empêcher d'afficher notre carte. Ok. Et donc là, ouais, ok. Donc là j'ai ma carte qui s'affiche. Donc là, si dans mon Strapi je recrée un nouveau programme, par exemple que je duplique mon programme de yoga et je fais un programme de gymnastique, bon, je ne vais pas changer les descriptions, et que je fais publish, hop, j'ai mon deuxième programme. Ok, bon, l'affichage, là ils sont les uns sous les autres, c'est pas forcément très esthétique, on va faire un peu de mise en page. Je vais regarder ce qui a été mis au niveau du header sur là, le max ici, donc je vais prendre cette div. On n'est pas dans une vidéo pour faire forcément du tailwind, mais c'est quand même plus agréable de mettre en page un petit peu notre projet. Et à l'intérieur, on va faire... Est-ce qu'un flex peut nous intéresser? Éventuellement. Bon, on va faire un grid, et on va faire un grid colonne de... Est-ce que 4, c'est bien? Ouais, on va en faire 3. Ok. Et on va mettre un gap de 20. Ok, voilà. Et on va ajouter un petit peu autour un padding Y de 40. Ok, voilà, très bien. Ok, donc là, nous avons nos cartes. Par contre, nous n'avons pas de données à l'intérieur, c'est évident. Donc pour avoir des données à l'intérieur de nos cartes, il va falloir qu'on passe les données de programme à l'intérieur de notre carte. Donc on va, au niveau de card, on va créer une props qui s'appelle data et on va lui passer programme. Ok. Donc là, data n'est pas reconnu au niveau de card, il faut qu'on le déclare. Ok. Alors, on va commencer à faire un peu de TypeScript. Voilà un peu les données qui nous sont remontées ici.
Donc on a un ID, un document ID, un title. Donc TypeScript, lui, il faut qu'on déclare à notre projet ces données-là qui sont en fait attendues par Next.js. Donc au niveau de notre projet, dans Card, on va créer une interface que l'on va appeler CardProps. Et dans CardProps, je vais coller, pour gagner du temps, le résultat de mon appel API du contenu en fait de mon programme. D'ailleurs c'est CardProps, c'est même pas CardProps, c'est ProgramProps, normalement on va appeler CardProps. Et là du coup on peut remplacer, donc ID c'est un nombre, on le voit, hein. Le document ici c'est une chaîne de caractères, ici c'est une chaîne de caractères, ici c'est une chaîne de caractères, bon là ça peut paraître un peu redondant, hein, mais c'est là-dessus qu'on se base, le create. Bon, c'est une string, on peut aussi mettre un datetime éventuellement. Donc là on est au niveau de l'image, on est sur un nombre, document ID, bon il y a beaucoup de choses. Donc l'image on va la laisser pour l'instant. Hop, et on va juste se concentrer sur ces petites props. Et donc, data que j'ai ajouté ici n'est pas déclaré ici. Donc ici je peux ouvrir les accolades, faire data, suivi de 2 points, CardProps. Ok. Je peux faire un export de CardProps. L'avantage, c'est qu'en exportant CardProps, je peux le rappeler ici. Je peux faire un import de CardProps. Hop. De Card. Alors d'ailleurs, ils sont là, ils sont côte à côte, donc je pourrais très bien faire une seule ligne. Et ici, je peux ajouter programme, 2 points, CardProps à cet endroit-là, mais je peux aussi également... alors là, ça va être une promesse, donc il faut plutôt que je le fasse ici. Donc CardProps. Et à l'intérieur de Card, maintenant, je peux utiliser data. Et donc data, je peux utiliser le data title. Ici par exemple. Data.title, parce que je suis dans mon composant Card. Et là maintenant, programme. Voilà, le programme de yoga qui est Sérénité est ici. Je peux faire la même chose. Data.title. Et ici, data.description. Et là, je vais mettre en français, en savoir plus. Parfait. Et donc là, j'ai le contenu de mes deux programmes. Donc ce ne sont pas les mêmes, hein. Là c'est un copier-coller, mais voilà, ce ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est parfait. Là, on a récupéré nos données, on a affiché nos premiers programmes. Bon, maintenant, on va afficher une page programme. C'est-à-dire qu'au moment où je dois cliquer sur cette carte, je dois être renvoyé vers la page de notre programme. Comment on fait ça? Alors, card n'existe pas dans le type 1. Ah, alors j'ai fait une bêtise, c'est qu'ici, je dois déclarer data. Voilà, data CardProps. Ok. Alors vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on a des erreurs TypeScript que notre programme il plante. C'est notre éditeur de code qui nous alerte, mais en fait le TypeScript n'est pas là pour empêcher le code de se compiler. Il est là en surcharge pour venir rassurer le développeur, alerter le développeur d'éventuels problèmes de cohérence, hein, au niveau de l'appel de données, au niveau du typage, ce genre de choses. Et même dans la compréhension du code, on sait ce qu'on retrouve dans un composant de type card. On sait qu'un composant de type card attend un ID, un document, un title, une description, d'autant plus qu'ils sont utilisés directement à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc maintenant, pour appeler le contenu de notre page, donc il faut que l'on fasse un lien vers une page. Donc nous, l'idée, ce serait que lorsqu'on clique sur card, on soit envoyé sur une URL du style /programme /1, 2, 3, 4, 5, enfin ce qui serait bien c'est le document ID. Donc en fait, nous ce qu'on va attendre, c'est d'aller sur cette page. Hop. Programme /data, pardon, nouveau data.document ID. Ok. Donc ça c'est cool. Alors,
Next.js utilise un composant pour faire les liens qui s'appelle le composant link. Et celui-là, il est plutôt intéressant parce que c'est pour des raisons de performance. Next est capable de faire du prefetch sur les informations. En fait, il y a tout un écosystème derrière ça. Pardon, c'est link. Donc voilà, Next.js, vous faites des liens sur Next.js, il vaut mieux utiliser le composant link. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais vérifier. Si je passe ma souris, voilà, j'ai en bas programme 9B9TL, voilà, et l'ID. Et donc là, je l'ai fait de manière dynamique. Ok. Sauf que maintenant, si je clique dessus, je suis envoyé nulle part. J'ai une erreur 404. Par contre, l'URL est là. Donc nous, il faut qu'on crée ce réceptacle. Donc dans App, on va créer le dossier Programs. Et on va ajouter... Alors, on va ajouter le dossier Programs, mais ça ne va pas être suffisant. Parce qu'il nous manque cette partie-là. Parce que là, on va pouvoir atteindre Programs si on fait un page.tsx, mais on doit atteindre la donnée dynamique. Et donc pour ça, la donnée dynamique, c'est l'ID, c'est la donnée qui est variable. Donc pour ça, on va chercher un petit peu dans la documentation de Next.js. Où est-ce qu'ils en parlent? Data fetching. On va chercher directement dans la doc. Voilà. Donc ça se trouve dans... Ah oui, layout et patch. Bon, je vais pas chercher très loin. Donc du coup, là, on a une structure en tableau qui va nous permettre de passer des données dynamiques. Donc là, on le voit, blog, slug, page. Donc nous, on va faire la même chose pour programme. Et on va, au lieu de mettre slug, on va mettre ID. Et à l'intérieur, on va créer page.tsx. Et là, on peut faire React ici, et on peut faire un programme page. Ok. Et donc, on va voir maintenant, est-ce que notre page s'affiche? Si je rafraîchis. Oui, super. Par contre, on n'a pas nos données. Et en fait, nos données proviennent de notre ID. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer ce paramètre. Donc, on peut récupérer ce paramètre dynamique à l'intérieur de notre dossier page. Comment on fait? Donc, c'est spécifié. Hop, ici. Pas ici. Il semble pas le mettre. Le block page. Ici, voilà, en cliquant ici, on arrive sur la page Dynamic Route. Et dans Dynamic Route, il y a plusieurs choses. Donc on a params qu'on va récupérer. Ah oui, plutôt bien ça. Attendez, on va prendre tout le code et on va le coller. Ok, page. Moi je vais l'appeler programme page. Et ici, on a params slug. Donc nous, on a params ID ici. Et donc ID, et on va faire mon myProgram ID. Et il faut appeler ça ID. Ok. Et donc, on va regarder, et là super, ma programme ID, B9T TL37, B9 TL37, c'est parfait. Si on va sur la racine et qu'on clique sur l'autre programme, on a l'ID ici. Donc ça c'est parfait. On a réussi à passer notre identifiant, notre paramètre identifiant à notre page. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir appeler notre API single programme parce qu'on a récupéré cet identifiant là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre requête data ici, on va retourner dans page, hop, on va le coller là et à programme, on va rajouter $, ouvrir les accolades, ID. Et là, on va récupérer programme, notre donnée. Et donc, si on veut être sûr de notre coup, on va afficher par exemple programme.data, parce que je répète, au niveau de notre API, quand on appelle un programme seul, on a un objet data dans cette API. Donc, programme data, point, le title, le titre. Et, attention, voilà, programme de gymnastique. Notre programme s'affiche. C'est super. Et si je reviens en arrière, à la racine, et que je clique sur programme de yoga, j'arrive sur programme de yoga. Super. Ok. On va faire un peu de mise en page. On va chercher un petit composant pour afficher notre contenu.
Bon, pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux qu'une liste de détails, bon, une detail list. Donc on va faire un copier et on va coller le contenu à l'intérieur. Éventuellement, on pourrait faire un composant. Ouais, on va refaire un. Est-ce qu'on fait un composant? Bon, pour l'instant, on va pas le faire. On va juste, voilà, afficher le composant ici et on va prendre programme et on va pouvoir mettre au niveau, enfin les données là où on veut. Donc title, donc je vais regarder un peu à quoi ressemble le composant là déjà. Bon, voilà, bon là on est un peu en pleine largeur. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est que au lieu de mettre le MX Auto et le Max Width ici, je vais le positionner. Alors d'ailleurs, même carrément toute cette partie là, au lieu de la mettre dans ma page, je vais la mettre dans mon layout, comme ça tout mon contenu aura si vous voulez, les classes qui permettent d'éviter que le contenu il déborde de ma page. Au moins, je suis sûr qu'à chaque fois que je vais positionner un élément, bah, il va être bien mis. Pareil, j'aurais dû mettre le PY40. Ok. Et donc, on retourne dans notre page. Donc, le titre. Donc, ça va être programme.data.title. Voilà, on va afficher le prix. Programme.data.price. Ok. On a quoi d'autre? On a la description. Ah, je vais supprimer ici cela. Hop. Et on va afficher ici la description. Ok. Programme.data.description. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, on va mettre content. Ok, super. Donc là, on a réussi à afficher nos contenus de notre programme. Donc, je reviens en arrière. Si je clique sur l'autre programme, programme de gymnastique, voilà, et programme de yoga. Programme de yoga. Hop, connexion close. J'ai une petite coupure de connexion. Voilà, c'est fait. Ok. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de données? C'est-à-dire que là, si je tape n'importe quoi, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que là, ça plante. Et en plus, si je vais du côté de mon back-end, alors, si je regarde côté Strapi, ce qui s'est passé, normalement, je dois voir passer une requête. Ici. C'est pas là, c'est celle-là. API programme. Là. API programme DQDDDSD 404. Ah, ok. C'est pas super secure ça. Alors donc il y a quelque chose que Next.js a prévu qui s'appelle la page NoteFound. Donc la fonction NoteFound. Donc ça permet, si votre API répond mal, de return en fait une page d'erreur. Donc là, nous, on a quelque chose qui serait de l'ordre de alors ma donnée n'est pas bonne, donc en fait on aurait un res qui ne serait pas ok d'un point de vue si vous voulez, d'un point de vue fetch, et donc là on pourrait faire un return not found. Si not, alors là on est sur notre data pas ok, not found. Et donc là maintenant si j'appelle, alors on n'est même pas obligé de faire un return. Hop. Ok. Et donc là si je fais ça, je tombe sur une page 404. Et donc du coup mon code ne se brise pas. Et donc si je retourne à ma racine, là j'ai toujours mon programme, et là si je tape n'importe quoi, ça ne se brise pas. Voilà, donc Next.js vient avec ça. On peut même customiser cette page 404. Allez, on va la faire pour finir. Il faut créer un fichier NoteFound. Donc voilà, il y a dans la documentation séparée, on en parle. NoteFound.js, à la racine, app NoteFound, donc on va le prendre. Hop. Et on va créer à la racine notefound.tsx. Ok. Et bon, bah nous, on va aller chercher un petit composant. 404. Alors.
erreur page. Donc voilà, on va pouvoir prendre... Oh, celle-là, c'est sympa. On va prendre celle-ci. Hop, et on va remplacer le contenu. Hop. Voilà. Et si jamais on veut revenir, alors nous ne pouvons pas trouver votre page, donc là c'est juste qu'il me demande de mettre une apostrophe ici. Ok. Ok, nous ne pouvons pas revenir à votre page. On peut mettre du coup, on pourrait mettre éventuellement un texte pour revenir à la page d'accueil. On met un link, revenir vers l'accueil. Ok. Donc là, il faut mettre un href du route. Je ne sais pas si mon design va être très propre une fois que ça va être fait, donc je vais ajouter la classe ici. Et je vais éventuellement ajouter une classe underline. Voilà. Ok. Et là, donc là je peux sauvegarder. Et donc si je retourne sur mon site, hop, pour Amadi not found, voilà, c'est bon. Ok. Donc là j'ai ma page d'erreur. Alors là, j'ai beaucoup de... Ça fait un peu beaucoup là le padding. C'est un peu balèze, je sais pas. Voilà, je pense que c'est juste la mise en page ici. Il doit y avoir une classe pour afficher. Bon, bref. Et donc là, on a notre page d'erreur. Ok. Et donc, je peux revenir à l'accueil. Donc voilà, hein, je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Ça fait déjà un petit moment qu'elle tourne. Donc c'était une petite overview de Next.js, une vidéo assez longue, pour présenter un petit peu Next.js, créer nos premiers composants. Donc voilà, j'espère que ça a été instructif. N'hésitez pas à consulter la documentation si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Je ne suis pas rentré dans les détails, il y a pas mal de choses concernant Next.js, concernant la mise en cache, hein, qu'on n'a pas vu et qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour l'introduction de Next.js, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.